Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode de Donc voilà quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui je suis avec Boone Aimin. Quel plaisir de m'asseoir avec lui, parler de la scène, de la vie. Vraiment c'était assez profond notre conversation. Mais avant ça, j'aimerais parler de quelque chose qui m'est arrivé récemment. J'ai fait un festival qui s'appelle Rock Concours et c'était en banlieue parisien. Et c'est un festival assez chouette. Et il y avait 3 soirées. Et il y avait 3 humoristes qui passaient dans le concours par soir. Donc on était 9 au total. Et j'ai passé le mercredi, donc c'est-à-dire la première soirée. Et il fallait faire 25 minutes. Et on partage le 25 minutes. Il faut faire ça en 2 passages. Et c'était très intéressant parce que moi j'ai fait un passage assez bien, le premier, et après le deuxième passage était assez merdique. Au moins j'ai senti que dès que je commençais à dire un gros mot, le public était assez froid. Le public aussi, il fallait savoir que l'âge moyen était plutôt de 65 ans. Et la salle était moitié remplie. Et donc j'ai commencé à vraiment faire un bide, au moins à mon avis c'était assez merdique. Moi, j'ai ressenti sur scène que je faisais vraiment un gros bide. Et la preuve, c'est que j'ai pas gagné le prix de public ce soir-là. C'était Nadia Rose qui a fait vraiment une belle prestation. Et il fallait retourner le vendredi soir, c'est-à-dire 2 soirs plus tard, pour le remise de prix. Et j'ai pris le train juste après mon spectacle en anglais pour me rendre à genre 23h au concours et j'étais déjà un peu pessimiste. Et quand c'était le moment de remise de prix, moi j'ai commencé à texter. Je pensais que c'était une manière de me protéger parce que je voulais juste pas être confronté à l'échec et même si je donne pas beaucoup d'importance, au moins j'essaie de ne pas donner beaucoup d'importance au festival et qui gagne quel prix. Je peux pas nier que ça a un effet et ça me stresse. Et donc j'étais en train de texter dans les coulisses. On était plusieurs humoristes. On attendait le résultat. Et c'est à ce moment-là qu'une des organisatrices m'a frappé. Elle m'a donné un coup elle m'a giflé l'épaule. Je sais pas si je peux dire ça, mais elle a giflé mon épaule. Et je dis mais quoi? Et après j'ai entendu que moi j'ai gagné un prix. Donc j'ai entendu mon nom. J'étais tellement surpris, vraiment authentiquement surpris. Je pensais vraiment que c'était foutu. Et j'ai gagné le 3e prix de ce festival. J'étais tellement surpris que j'avais rien préparé. Donc je parlais comme une merde quand j'ai reçu le petit trophée qui ressemble à je sais pas quoi. Il y avait une espèce de marteau, c'était un truc rouge. Peut-être c'est parce que je m'appelle Marx. Et bien sûr c'était une bonne surprise, mais en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça me stresse tout ça. Et si je gagne ou si je gagne pas, de toute manière, ça me stresse. Et j'aime pas le concours entre humoristes parce que vraiment, j'ai l'impression je pense que c'était Louis C.K. qui a dit qu'on joue tous des instruments différents. Et c'est vraiment difficile à comparer les humours des gens. On est tellement différents. Bref, autre leçon que j'ai appris, c'est que on peut jamais savoir quand on fait un bide. Parce que des fois, on a l'impression vraiment que on se fait chier. Tout le monde, où on est trop vulgaire. J'avais l'impression de jouer devant vraiment la banquise. C'était la banquise, c'était grand, vide et froid. Mais non, en fait, quelque part, ils ont apprécié. Dans leur silence, ils appréciaient mon passage. Donc, juste pour dire qu'on peut jamais savoir. Vraiment, on peut jamais savoir quand on a du succès dans ce métier. C'est un énigme. Et je pense que ça va rester toujours un énigme pour moi. Bon bref, là on va écouter quand même une jolie conversation que j'ai eue avec Boone. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Et donc là, tu connais Blanche depuis un moment? Je la connais depuis le Comedy Club en fait. Ouais. Depuis qu'elle était au Comedy Club. Ouais. Parce que moi j'ai gravité autour du Comedy Club depuis... mais en fait, depuis mon arrivée à Paris, ouais. L'une des premières personnes que j'ai rencontrées sur Paris, c'était Jamel. D'accord, c'était quand? C'était avant la formation du Comedy Club. D'accord. Ils étaient en train de répéter en bas de chez moi, à Aulnay-sous-Bois, en banlieue, quoi. Ah ouais. Et c'est là que j'ai rencontré un peu tout le monde, quoi. Ouais.
Fabrice Eboué, Melja. Et puis Blanche, en fait, elle faisait vraiment pas encore partie du truc. Elle répétait pas avec eux parce qu'elle était sur son truc sur Comédie. Et puis je l'ai rencontrée sur les émissions, quoi. Ouais. Les émissions de Jamel ou les émissions qu'elle faisait à l'époque, avant Jamel? Les émissions de Jamel, le Comedy Club. Ouais. Et la vraie rencontre, ça s'est fait moi quand je suis arrivé vraiment au Jamel Comedy Club. C'est-à-dire qu'avant je gravitais, etc. et tout, j'étais pote avec Jamel. Quand je suis arrivé vraiment, elle était en train de partir. Elle savait pas encore si elle continue le stand-up ou pas. Ouais. Là, il y a quoi, 7 ans? 5 ans, ouais. 5 ans? Ouais. C'était à 5 ans. Avant sa grosse pause du stand-up, quoi. Ouais. Je crois que la dernière fois qu'elle était montée sur scène, avant de monter sur scène avec toi, c'était avec moi. D'accord. Voilà. Ah ouais. Ouais. Un passage de relais. Et quand tu es venu à Paris, avant tu étais où? T'as grandi où? J'ai grandi à Bordeaux, quoi, à Blanquefort, une petite ville de Bordeaux. Ouais. Et donc moi j'ai toujours voulu faire ça. Quoi, en fait, moi je suis un garçon hyper timide et j'ai découvert le théâtre d'improvisation à 17 ans. Ouais. Et le théâtre d'improvisation et Jamel quand il était sur Canal. Ouais. Quand il faisait des sketchs ou c'est son one man? Les sketchs. D'accord. C'est pas encore le one man. Ouais. Et voilà quoi. Moi j'ai grandi avec les inconnus, les Dieudonné, petites annonces d'Eli. Ouais. Et quand tu regardais ça à la télé, tu te disais ça, j'aimerais faire ça. Je me disais c'est marrant. J'étais fan. Ouais. Je me disais pas je veux faire ça. Je me disais j'étais fan. Ouais. Et en fait quand j'étais au lycée, il y avait un garçon qui s'appelle Pascal Lambert. Mm-hmm. Qui avait un petit succès avec les filles. Moi j'étais un garçon introverti, etc. et tout. Ouais. Et je le vois qu'il joue une pièce de théâtre où il joue le rôle principal, le rôle d'un docteur, et je vois 400 personnes qui rigolent, qui donnent de l'amour, et je fais putain, j'ai envie de faire ça, d'essayer. C'est le côté fille ou c'était juste le côté être aimé tout court? Je pense que c'est le côté être aimé tout court. Ouais. Le côté être aimé tout court et le côté m'exprimer en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'après, juste l'année d'après, ma prof de français décide d'ouvrir un club théâtre et de donner des cours d'improvisation, de cours de trucs. Et je m'inscris parce qu'il y avait une fille qui me plaisait bien. Ouais. Et c'était juste pour être à côté, quoi. Ouais. Et il arrive mon tour de faire des impros et je me rends compte que les gens rigolent. Ouais. Et que ce que je peux dire est intéressant. Est-ce que c'était exprès? Est-ce qu'il riait aux endroits où c'était exprès que tu sois drôle ou tu étais drôle presque malgré toi au début? Je pense que j'étais drôle malgré moi. Ouais. Mais que c'est là où j'ai découvert, entre guillemets, que j'avais une nature comique. Ouais. Tu vois, ou une nature comique ou peut-être un gros besoin d'attention. Ouais. Un gros besoin d'attention. Et de là, tu sais, moi dans ma tête, tu sais quoi, tu sais, je regardais la télé, je faisais des trucs, je regardais, tu sais, Thierry Ardisson et comment ça s'appelle son sniper, Laurent Baffy, et je m'amusais, tu sais, il était 3 heures, ça passait à 2 heures du mat, ouais. Et je m'amusais, tu sais, dans mon lit à essayer de sortir les blagues avant Baffy. Ah ouais. Tu vois, c'est un bon exercice là. Voilà, et j'étais comme ça, clac. Et tu sais, de temps en temps, j'avais la même blague que lui. Ouais. Et je faisais, ah, mais putain, je suis fort quand même. Ouais. Mais il y avait que moi dans ma chambre. Ouais. Putain, je suis marrant quand même. Ouais. Et bah bon, après, il me niquait. Hein. Tu sais, il sortait 10 blagues, moi j'en sortais une de temps en temps. Oui, et il avait aussi la pression d'être à la télé, d'être. Ouais. Toi, tu n'avais pas la pression chez toi tranquille. Oui, voilà, exactement. Et donc de là, mon petit truc, je passe mon bac, et là, je sais pas vraiment quoi faire. Ouais. Et mes parents me disent va à la fac comme tout le monde, quoi. Ouais. Tu sais, moi on est 5 enfants, mon grand frère il est tétraplégique depuis qu'il a 15 ans. Ouais. Moi je devais avoir 7-8 quand il a eu son accident, et chez ma grande sœur qui fait des études, qui là aujourd'hui au ministère de la Justice, quoi. Et toi, t'es en 3e? Le 3e. 3e. 3 de 5. Ouais. Ouais.
mon petit frère qui cartonnait tout, ouais, quoi, tu sais, qui a eu le brevet tu sais, direct, les mentions, etc. et tout. Et ma petite sœur qui était à l'école, qui était en primaire, et qui a sauté 2 classes. Donc, sur le truc, moi je suis un garçon normal, entre guillemets, mais je suis entouré de gens extraordinaires. Ouais. Tu vois. Et moi j'ai toujours été un élève, je vais pas dire moyen, mais j'ai toujours été un élève un peu plus que la moyenne, mais en faisant rien. Ouais. C'est drôle, moi c'était pareil. Mais rien. Ouais. Alors que j'allais en cours avec un stylo. Ouais. J'avais pas de cartable, j'avais rien. Et tu faisais pas beaucoup d'efforts, mais ça allait, tu chopais le truc. Tu chopais le truc. Puis c'était même mon défi, tu vois. C'est-à-dire que j'étais au fond, je déconnais avec les gens, et quand le prof il pose une question, je réponds. Parce que j'ai toujours une oreille qui traîne, ou un bout du cerveau qui reste. Attention. Et donc je fais des études de bio, je me rends compte que la fac, ça me va pas. Il me faut un truc cadré. Et du coup j'arrête et je rentre en IUT informatique. D'accord. Pourquoi ? Parce que tu sais, sur la première année de bio, en fait, les 6 premiers mois où je devais aller en cours, tu sais, on avait peut-être 12 heures de cours par semaine. Ces 12 heures de cours là, j'y allais rarement, et je restais chez moi, et j'étais un geek. J'étais un geek, j'avais ma guilde sur Starcraft, j'avais ma team de hackers, entre guillemets. On s'amusait à déconnecter les gens aléatoires, on essayait de faire des trucs, mais voilà quoi. Et puis je vivais dans mon monde. Je vivais dans mon monde, c'est-à-dire que tu sais, à l'heure où tu es connecté en France, tu parles avec que des Américains, ou voilà. Et donc du coup tu sais, t'as l'impression d'être dans un autre monde. Et donc quoi, j'étais complètement déconnecté. Et donc ça t'attirait, ce monde un peu de IT, ordinateur, tout ça. Je me suis dit, quitte à faire, autant faire ça. Entrer dedans. Donc je suis dedans, et puis je me rends compte que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, parce que j'ai toujours cette volonté là. Tu vois. Et le diplôme, je l'ai facile. Parce qu'en fait, c'est que de la logique, c'est des maths, l'informatique. C'est que de la logique. Tu construis un truc, voilà quoi. Il faut aller de là à là, et il faut trouver le meilleur chemin, le chemin le plus court pour y aller. Et donc, j'ai mon diplôme. Et entre-temps, en fait, j'avais commencé l'impro, comme je t'ai dit, et l'idée me trotte de faire du one-man, de faire du théâtre, de devenir comédien, etc. et tout. Et une fois mon diplôme en poche, je dis à mes parents, j'y vais. T'avais une pression d'avoir un diplôme auprès de tes parents ? Parce que moi, à 17 ans, je voulais faire ça. Je voulais faire ça après l'école. Et je suis allé à la fac parce que mes parents me disent, un diplôme quand même. Et j'ai raté la fac. Ils me disent, un diplôme. Donc j'ai fait le DUT. J'ai mon diplôme, je suis jamais allé le chercher. Tu vois. Et je dis, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça, mais en même temps, j'ai peur. Et j'ai toujours mon monde de geek, etc. et tout. Et pendant un an et demi, je sors pas de ma chambre. En mode geek. Geek. Là, t'avais quoi, 24 ans, chose comme ça ? 23 ans. 23 ans, je pense. Et Non, tu étais à fond jeux vidéo, choses comme ça, ou non, juste chat, m'amuser à faire des petits programmes, jeux vidéo de temps en temps, et et parler avec des gens aux États-Unis, etc. Et il y a quand même un meilleur ami qui vient me voir, qui rentre par ma fenêtre, c'est vraiment à la mode Dawson, quoi. Qui frappe à la fenêtre, un peu tous les jours, on fume une clope, on parle des trucs, etc. Et elle me dit, mais t'es con, t'es vraiment con, quoi. T'es en train de niquer ta life, là. Tu niques ta life, tu niques la life de tes parents, voilà. Ton frère, lui, il peut pas sortir de sa chambre parce qu'il est en fauteuil.
ton frère il peut pas faire les trucs, etc. Et tout. Et il vit dans les ordinateurs, il vit à regarder des séries, regarder des mangas parce qu'il peut pas sortir. Il n'a pas le choix. Il peut pas sortir. Il fait des... Ouais, quoi. Puis là, le truc me trotte, etc. Et tout. Je me dis, ouais, je suis un Chinois. J'ai ma place. Ouais. Tu te voyais avec ce côté chinois que tu as un créneau quelque part. Ouais. Que j'ai un créneau. Et tes parents sont à première génération chinois, français je veux dire, ils sont... Ouais, ils sont arrivés, en fait, moi mes grands-parents sont chinois, mes parents sont cambodgiens. D'accord. Et moi je suis né en France. D'accord, donc tu es de la première génération d'être né en France. Ouais. Et ouais quoi. Et donc j'arrive dans ma tête avec l'idée d'écrire un spectacle qui s'appelle La France aux Chinois. Mais j'ai aucun texte, j'ai juste un sketch vite fait sur la sodomie. Qui a très chinois ça. Voilà, exactement. Aucun rapport. Et je monte sur scène en faisant ce sketch là et il y a des gens qui me disent que c'est marrant, etc. Mais je fais des allers-retours. Pendant... De Bordeaux à Paris. Bordeaux à Paris pendant les 6 premiers mois, je fais des allers-retours. En sachant que j'essaie de programmer des scènes ouvertes. Comme ça, je squatte chez des amis qui habitent à Paris. Je squatte chez ma sœur qui habite en banlieue. Et voilà. Et c'est en squattant chez ma sœur qui habite en banlieue, à Aulnay-sous-Bois, que je rencontre Melja, Fabrice, Comte de Boderbala, voilà. Parce qu'il y avait quoi, un espèce de club là-bas, un endroit où ils allaient pour jouer répéter. En fait, ils étaient en résidence une semaine avant de vraiment créer le Comedy Club. D'accord. Ils faisaient des essais avec eux. Il y avait 100 personnes qui s'appelait Jamel et ses potes. D'accord. Et en fait, Melja, il faisait un peu l'animation et il regardait les gens. D'accord. Il regardait les gens, quoi. Melja et Kader Aoun, quoi. Il regardait les gens. Il regardait les gens passer, etc. Donc il y a Moustapha Yatrassi. Ah oui, il était là déjà. Et donc Jamel, là, il est bien connu déjà. Jamel. Oui. Mais les autres n'étaient pas. C'était que Jamel qui était connu à cette époque. Ouais. D'accord. Et donc voilà. Et puis. Je sais pas. Tu traînais en fait. Ouais, je traînais. Je traînais. Et quand la première fois que tu es monté sur scène, c'était là-bas? Non, c'était alors la première fois que je montais sur scène, c'était au Trévise. Ah oui, le field. Ouais, au field. Après 3 semaines d'attente. Alors que je lève la main le dimanche. On me dit non. Je squatte une semaine chez la fille chez qui je suis. Je reviens le dimanche. Je lève. Voilà. Et c'est au bout de la 3e fois que je passe enfin au field. Et qu'en même temps, en fait, il y avait Fabrice. D'accord. Qui venait faire les queutrues ici, au field. Et tu sais, dès qu'il me parle de ça, qui me dit t'es chinois et tout, viens fais du stand-up, on est en train de monter des plateaux de stand-up et tout, quoi. Donc, Et ça s'est bien passé la première fois au field? Au field, maintenant que j'y pense, moi je me dis que ça s'est je me dis que c'était super bien passé, etc. et tout. Mais maintenant que je revois le sketch, que j'ai relu le sketch il y a 3 ans, j'ai réellement écrit ça. C'était un vrai stylo. Non, c'est quelqu'un qui m'a offert un stylo avec des fausses blagues, vraiment. Et c'était bien passé. C'était bien passé parce que le retour était bien. Le retour était bien. Et ça t'a donné envie de continuer. Tout de suite, ça t'a donné le goût. Alors en fait aussi, c'est parce que tu sais, sur Bordeaux, tu sais, quand j'ai voulu faire ça, en fait, je suis allé voir des théâtres, je suis allé passer des auditions. Je pense que les 2 seules auditions que j'ai passées dans ma life, ça a été une fois à Bordeaux, où le mec, je lui joue ce sketch-là dans une salle vide devant etc. Et à la fin, il me dit, tu sais, je te raconte que je comptais partir la semaine d'après, essayer à Paris. Il me dit, tu sais, il vaut mieux que tu arrêtes ce métier. C'est très bien que tu ailles à Paris, que tu vois le vrai niveau. Parce que des bigards, il n'y en a qu'un. Parce que oui, c'est un sketch sur la sodomie, tu vois. Et donc... Et ça t'a marqué? Bah oui. Tu pensais qu'il avait raison ou quoi? Non. Ou ça te donnait l'envie de... c'est le premier retour. Le premier retour, il te dit... il te dit les bigards, il n'y en a qu'un. Donc, dans ta tête, tu fais, mais j'ai pas envie d'être bigard. Et c'est très bien que tu vois le vrai niveau. Voilà.
que tu vas te confronter à d'autres. Et dans la mesure où au field, un mois plus tard, ça se passe plutôt bien, je me dis, Pourquoi pas? bah pourquoi je suis peut-être dans le vrai niveau, Ouais. tu vois. Ouais. Et ouais, quoi. Et de là, tu sais, quoi. Les 6 mois, c'est galère et tout, quoi. Et j'essaie vraiment de monter, vraiment. De ménager après. Ouais, déménager, quoi. Ouais. Donc, je dis à mes parents, voilà, je lâche tout. Ouais. Ils ont réagi comment? Alors, ils savaient pas ce que je voulais faire. Ils Ouais. savaient que je voulais faire du théâtre. Pour eux, je fais du théâtre. Ouais. Mes parents m'ont jamais vu sur scène. Ouais. M'ont jamais vu sur Toujours pas? Toujours pas. Ah ouais. Toujours pas. Là, ça va se faire, là, parce que ma mère m'a appelé tout à l'heure Ouais. pour me demander des invites, etc. Ah oui. Ouais, ouais. T'as le trac? J'ai pas le trac. Je sais que ça va être une espèce de consécration. Ouais. Parce que moi, en fait, moi, dans ma tête, j'ai jamais voulu les faire venir à Bordeaux pour les faire venir jouer dans une petite salle, pour les faire voir dans des mauvaises conditions. Ouais, ouais. T'aimerais qu'ils viennent sur ton terrain à toi, dans ta salle, Dans ma salle, dans Ouais. un endroit où je suis humble, où t'es bien et tout ça. où je suis humble, où je sais qu'il y a du public, Ouais. où je sais que le spectacle, voilà quoi, j'en suis, je le porte, enfin, Ouais. tu vois. Et ouais, quoi, c'est cool. C'est cool. Là maintenant, la prochaine étape, c'est jouer devant mon grand frère. Ouais. Il peut pas se déplacer, donc Ouais. il faut que j'aille, Là-bas. que je fasse des tournées. T'as jamais fait de tournées? J'ai pensé que t'as fait des tournées. Je fais des Petites dates. Ouais, des petites dates. Tu sais, c'est sporadique, peut-être une tous les 3 mois en province. Ouais. Mais c'est plus à l'étranger où je joue depuis 2 ans, tu vois. Ouais. Ouais. Et quand t'as croisé Fabrice Eboué, il t'a dit venir dans les auditions, donc t'as fait les auditions pour Jamel. C'était première saison? Je lui ai fait les auditions pour le Jamel. Il m'a D'accord. dit que lui il était dans le truc du Jamel, Ouais. mais qu'à côté il y avait des plateaux stand-up qui sont en train de se monter. Ouais, d'accord. Et donc je fais des plateaux stand-up qui s'appellent le Comic Street Show, Ouais. où il y a Mathieu Madénian, Ouais. Farid Ombry qui est l'auteur de Couscous au lardon, Ah ouais. où il y a Noom qui Ah, venait d'accord. tester des trucs. Ça c'était où ça? C'était à Paris ou c'était Ouais, c'était en banlieue? à Paris au Théâtre du Splendide. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est grand. Ouais, c'était oui. très grand. C'est très grand. Moi, les premières scènes, entre guillemets, où j'ai été payé Ouais. et où j'ai fait du stand-up, c'est-à-dire jouer avec un micro et écrire un truc sur les Chinois, parce que mon premier sketch, c'était la sodomie, tu vois. Ouais. Et ben, c'est là que je rencontre tous les gens qui, plus tard, feront partie du Comedy Club. Ouais. Tu vois, je rencontre Noom, je rencontre Claudia Tagbo, je rencontre Mathieu Madénian qui a fait partie de la saison 2, Farid Ombry qui aujourd'hui est voilà, un des gros auteurs de pièces sur Paris. Mhm. Il doit avoir 2-3 théâtres. Ouais. Et lui faisait du one man enfin, D'accord. avant. Et c'est avec cette expérience-là qu'il s'est dit j'arrête, Ouais. je gagne pas assez d'argent. Il préfère être juste scénario, Voilà. auteur. Ouais. Ouais. Et ouais quoi. Il me disait, hein, moi, je fais Ouais. ça. Ah, c'est trop dur. Ouais. C'est trop dur de venir, etc. Et tout. Je suis fatigué. J'ai 40 piges. Ouais. Je suis fatigué. Ouais. Je vais écrire une pièce. Puis on verra. D'accord. Et 2 ans plus tard, Couche sous l'Ardon, bah, Ouais, qui cartonne. Voilà. Et Qui cartonne. toujours, je pense. qui cartonne. Oui, cartonne toujours. Qui joue 15 fois par semaine. Ouais. Ils font 15 fois par semaine à Paris. Ouais. Il a écrit une autre pièce, 10 ans de mariage, qui joue au Palace. Et voilà. Ouais, qui continue aussi, je Ouais, pense. ouais. Ouais. Et c'est donc 15 fois par semaine sur Paris, mais Ouais. il y a 2-3 troupes dans la France qui jouent la même pièce. Tu Ouais. vois. Donc ouais, c'était son objectif Ouais. premier, Ouais. qui était voilà, le confort. Ouais. Le confort. Ouais, pour ça, il faut écrire un bon tube, un bon blockbuster de théâtre. Moi, là, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, voilà, il me dit la recette. J'ai vu, tu sais, lui, il a 10 ans de one man. Ouais. Il m'a dit, ce qui parle aux gens, c'est les couples Ouais. et les problèmes d'argent. Voilà. Tu rajoutes avec les problèmes d'aujourd'hui qui sont le métissage. Ouais. T'as un truc. Donc, ouais. Et là, quand t'as joué au Splendide, c'est 500 personnes, chose comme ça. Non, c'est 300. 300, d'accord. Ouais. Mais tu faisais de petits plateaux pour tester. Non,
Alors, non, tu montais comme ça avec 5 minutes que tu pas testé trop. Alors le truc c'est qu'avec le Comic Street Show, ils avaient commencé au réservoir. Ouais. Je pense que Yacine que tu as eu et tout, ils ont commencé avec eux au réservoir dans une petite salle de 150-200, qui est déjà une grosse salle. Ouais, j'aime une petite salle de 150. Mais c'était une fois par mois. Donc en un mois, en fait, à chaque fois, il fallait qu'on écrive un nouveau 5-6 minutes. D'accord. Voilà, et qu'on testait là. Ouais. Là. Mais ça t'a vraiment donné une date limite, ça aide aussi d'avoir ce ultimatum un peu. Une deadline. Ouais, Alors, deadline, le truc, c'est que entre temps, en fait, je fais mon premier 5 minutes. Je fais des auditions pour Juste pour Rire dans un théâtre qui s'appelle le Moloko, qui est à Pigalle, où jouait à cette époque Thomas Gijol, qui faisait en même temps les premières parties de Jamel, mais qui n'était pas encore au Comedy Club. C'était en train de se former. Ouais. Donc lui, il jouait encore, il jouait là-bas, où jouait Patson. Et ils font un plateau Afrique. Ouais. Et ils me demandent de venir. Ouais. Voilà, faire le truc. Donc je me retrouve avec eux dans les gelots, avec Phil Darwin aussi. Tu étais le seul asiatique? J'étais le seul asiate. Ouais. J'étais le seul asiate sur un plateau Afrique. Ouais. Et je fais ces 5 minutes-là qui marchent. Ouais. Ils marchent. Pas marche, mais qui marche. Ouais. Je me dis c'est bien quand même, tu vois. Assez bien pour que tu restes à ta place parmi eux, quoi. Mais c'est pas à sa place parmi eux, c'était juste un plateau de démonstration pour parce qu'ils voulaient faire un plateau Afrique plus tard au premier festival Juste pour Rire Nantes. D'accord. Qui sont tenus pendant 2 ans, 1 ou 2 ans. Et voilà quoi. Ouais. Et moi je savais pas qui c'était ces gars-là. Ouais. Tu vois. Je savais pas du tout qui étaient ces gars-là. Je suis arrivé, j'ai fait mon truc. Et à la fin, il y a, je sais plus comment s'appelle ce mec, un des mecs de Juste pour Rire qui me dit ouais, c'est bien ce que t'as 1 heure. Je fais oui. Il fait alors tu vas jouer le 28 février. Non, le 13 février, je sais plus c'est quoi la date. Ouais. On était mi-décembre. Et moi je rentre chez WAM à Bordeaux. Et je me dis bon, dans 2 mois il faut que j'écrive 1 heure. Et t'avais quoi, 10 minutes? J'avais 10 minutes. Ouais, 10 minutes, tout cassé. Et c'est en faisant ce premier showcase-là que le producteur de Comic Street Show, il vient dans ma salle, parce que Fabrice, je lui avais dit de venir me voir. Ouais. Et qui me dit, vas-y, viens. Donc, entre guillemets, tu sais, je viens tester 6 minutes pendant 3 mois, des nouvelles minutes pour le spectacle. Ouais. Mais ces trucs-là, je les avais testés avant, dans mon spectacle en entier. Ouais. Dans mon spectacle en entier, qui n'était pas réellement un, parce que ça a été écrit à l'arrache. C'est le premier brouillon, en fait. Ouais. Quand je relis, là, je me dis, mais qu'est-ce que tu... Mais il y avait des trouvailles, quand même. Ouais. Il n'y a rien que tu fais toujours aujourd'hui? Il y a une vanne que je fais toujours. Ouais. Ouais. C'est tout. Et j'ai honte de la faire. Mais je sais que dans mon spectacle, en fait, elle a une importance. Ouais. C'est une espèce de hommage à ton ancien toi. C'est un hommage à mon ancien moi. Et c'est... tu vois, si c'est une vanne que je savais qui marcherait tout le temps, c'est une vanne sur l'accent. Ouais, d'accord. Et c'est une vanne sur l'accent, mais c'est une vraie histoire. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, je dis, j'étais avec ma mère, vous sachez... La vraie histoire, c'est... Il y a ma mère, mon frère, la copine de mon frère et moi. Et elle veut acheter les échalotes. Et elle dit, monsieur, c'est combien les salopes? Et t'as la copine de mon frère qui nous fait dis-tu que c'est pas ça. Et nous on fait non, on va rigoler. Monsieur, oh, les salopes là, c'est combien? Parce qu'elles ont pas l'air grosses tes salopes. Moi je veux des bonnes salopes. Et nous on était juste là à rigoler, tu vois, à faire comme ça et de voir Cindy à l'époque, l'ex de mon frère, avoir honte de ouf. Ouais. Et nous on était morts de rire. Et ouais quoi, c'était c'est un moment en fait où, parce que tu vois quoi, tu m'as vu jouer, je fais pas l'accent. Ouais. C'est
pour moi, les. Non, je me souviens. Le seul. Tu parles de ton nom, en fait, c'est le seul truc sur. Sur les sonorités. Sur sonorités chinoises. Mais tu fais pas. Parce que dès que tu fais ça, c'est marrant. Mais c'est justement, t'as pas tenté de faire ça plus, justement parce que tu sais que c'est un rire garanti. Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis tenté de le faire pour les vidéos ou pour le cinéma. Parce que je suis pas confortable encore dans ce truc-là. Ouais. Donc quand on me propose des rôles avec l'accent et tout, je me dis pourquoi pas. Ouais. Mais le truc c'est que je sais pas faire l'accent. Ouais. J'allais poser la question. Finalement, tu parles une autre langue, tu parles la langue de tes parents, donc ils parlent chinois ou cambodgien? Ils parlent les deux. En fait, moi mes parents pendant leur exode, parce que en fait ma mère a rencontré mon père à l'âge de 17 ans. Ouais. Et donc elle est tombée enceinte, etc. et tout, ils sont mariés. Ouais. Et quand mon grand frère avait 1 an et demi, il y a eu le coup d'état de Pol Pot. Ouais. Mais juste à cette époque, ma mère était partie en vacances en Thaïlande. D'accord. Voir faire un truc pour mon frère, parce que mon frère était déjà fragilisé naturellement. Physiquement. Ouais. Physiquement, était parti faire un truc en Thaïlande. Et ce coup d'état-là, mes parents ont été séparés. Ouais. Donc elle était en Thaïlande, ton père. Voilà. Ouais. Ils ont été séparés pendant je sais pas combien de mois. Bon, jamais dit. Mais mon père réussit à fuir le pays. Ma mère essaie de fuir, de le rejoindre et de faire des trucs. Donc du coup, mes parents ont vécu en fait pour se retrouver entre la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, avant de pouvoir partir en tant que réfugié politique du Vietnam pour la France. Ouais. De se retrouver là. Ouais. Et pourquoi la France? Parce que le Cambodge est une ancienne colonie. Donc c'était... le Vietnam aussi. La France était plus prêt à accueillir le réfugié politique de Cambodge que d'autres pays, en fait, à l'époque. Exactement. D'accord. Exactement. Et du coup, tu vois moi, le nom de famille de mon père, c'est Ly. L-Y. Oui. Et moi, mon nom, c'est Mine. Oui. C'est qu'au moment du départ, mes parents se retrouvent à devoir acheter un passeport, à devoir parler à des douaniers ou à des mecs. Ils comprennent pas réellement la langue. Ils comprennent ni l'anglais, ils parlent le vietnamien. Et voilà. Et à un moment, voilà quoi. Il y a trop le mot what does it mean. Et on s'appelle comme ça. Parce que tu sais, il y a plein d'histoires comme ça à Ellis Island, à New York. Tu vois, Ellis Island, c'était l'île dans le port de New York où les gens arrivaient, les immigrés arrivaient de l'Europe. On parle du début du XXe siècle. Et il y a plein de gens de l'Europe de l'Est, polonais, russes, qui avaient un nom Januski, et ils donnaient le nom Johnson, tu vois. Choses comme ça, et c'est intéressant que ça s'est passé aussi un peu partout dans le monde. C'est ça en fait. Au moment du truc, en fait, au moment de changer de pays, tu es obligé de lâcher ton identité, entre guillemets, tu vois. Et c'est même ton nom, Et le truc marrant, c'est que 20 ans plus tard, ma grande sœur rencontre mon beau-frère. Et il a le même nom de famille que nous quand on l'avait là-bas. Ah ouais. Du coup, entre guillemets, le nom perdure. Ouais. C'est beau. C'est beau en sachant que nous, on a le truc sans nom quand même. Tu vois. Mais c'est marrant. Et ils sont rentrés ou toi, t'es allé une fois en Cambodge? Alors, tu vois, quand j'ai quitté le Comedy Club, j'ai tourné mes films, etc. et tout. Quel film? T'as fait des courts-métrages? Je fais des longs. J'ai joué avec Jean Reno comme un chef. Ah bon? Ouais. Je sais pas tout ça. Donc tu t'es acteur aussi? Ouais, je suis un mec marrant.
C'est marrant. C'est-à-dire que, tu sais, du temps où j'étais au Comedy Club, en fait, je continue de jouer mon spectacle à côté, aux mairies. Et il y a un réal qui habite en face, qui voit mon affiche, il fait, lui, c'est le rôle. Il vient me voir, et 1 an plus tard, on tourne le film. D'accord. Donc t'as fait que ça ou t'as fait plusieurs films? J'ai fait 2 autres films. J'ai fait De l'huile sur le feu, qui est le premier film donc, de Nicolas Benamou, qui est le réal du dernier film de Fifi, là. Je sais pas, c'est Babysitter, je sais pas si t'en voilà, voilà, mais c'est lui qui réalise avec Fifi. Et qui a réalisé aussi Fatal Bazooka avec Michael Youn. Non, ça s'appelle Fatal, tu regarderas Fatal. D'accord. Tu connais Michael Youn? Ouais, je vois qui c'est, il fait plein de choses dans la rue, il fait plein de... Voilà, c'est ça. Le caméraman, là, c'est lui, c'est Nicolas Benamou. Là j'ai fait des apparitions vite fait, mais avec des potes, tu vois, sur les Kaira, sur les trucs... je suis allé sur le tournage de Cyprien, j'ai fait des trucs de... Ouais, quoi. C'était, je vais voir les potes, ils me disent on est en train de faire un film. Je suis ok, cool, bah vas-y viens. On fait un petit truc, tu vois. Que ce soit gardé ou pas gardé au montage, je suis là pour rigoler, quoi. Je suis là pour rigoler. Tu sais, j'ai pas d'agent, je passe pas d'audition. Comme je t'ai dit, la première audition ça a été là, et la deuxième ça a été au point virgule. Pour faire les tremplins. D'accord. Voilà. Sinon j'ai jamais fait de festival, jamais fait de... Et donc, t'es embauché en tant qu'acteur parce que t'es l'asiatique de base, entre guillemets, ou c'est pas que ça? Est-ce que c'est parce qu'ils cherchent un asiatique ou c'est juste parce que maintenant ils savent que t'es marrant? En fait, sur De l'huile sur le feu, comme je dis, le réal, il habite en face. Il voit ma gueule, il fait, c'est le rôle que j'avais écrit. D'accord. Tu vois, tu regarderas le film, c'est WAM. Physiquement, c'est moi. Dans le truc, tu sais, c'est un rôle d'un mec androgyne, on sait pas s'il est dep ou il est pas dep, on sait pas ce qu'il fait réellement parmi le truc, parce que c'est une guerre entre en fait il y a une terrasse qui est partagée par une famille de Chinois et une famille de Rebeux. D'accord. Et un jour le chien des Rebeux disparaît, et vu que c'est le nouvel an chinois, ils croient que c'est les Chinois qui l'ont mangé. Et donc c'est un truc hyper raciste, pas raciste, des blagues très communautaires. Et ouais quoi. Et il y a un serveur dep dans l'histoire. D'accord. Et c'est Et en faisant ce film-là, donc je rencontre la directrice de casting, qui plus tard est sur le film de Michael Youn et Jean Reno, et qui me dit vas-y viens, il y a un rôle là, viens passer le truc. Cool. 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 Et donc ça t'a aidé pour déclencher d'autres après, ou c'était juste un truc après C'était un truc, je voulais pas être comédien, je me suis pas dit je serai une star de cinéma. Là on m'a dit tu veux faire du cinéma, je fais ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et en fait pendant cette période là, les 2 films se sont enchaînés assez vite, tu vois. En l'espace d'1 an je tourne 2 films, c'est très bien. C'est cool. C'est très bien. Mais entre-temps, je quitte le Comedy Club. Je pars en dépression à cause de ma meuf. Voilà quoi. Un soir, je rentre tu sais, du Marrakech du Rire. Je rentre du Marrakech du Rire, je rentre un jour avant. Et je vois qu'elle est avec un nouveau gars. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Alors en fait, on a été ensemble officiellement pendant 3 mois, 3-4 mois. Mais on restait sex friends depuis 1 an, tu vois. D'accord. Et le problème de quand t'es sex friends, c'est que c'est pas clair et clair en même temps. On s'est jamais dit qu'on était sex friends. On passait tout le temps ensemble, on couchait de temps en temps ensemble, mais on était tout le temps ensemble. Donc moi dans ma tête, on était encore ensemble, tu vois. Et souvent il y a un qui veut plus que l'autre. Exactement. C'est ça le problème. Et donc là, c'était quelle saison de Jamel où t'as fini là? Parce que t'as fait Marrakech de Rire. 0. Le Marrakech du Rire, 0. Celui qui a jamais été diffusé, celui le test. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'après la saison 3, après le départ de Kader Aoun, après le truc, c'est la jungle. C'est vraiment la jungle au Comedy Club. On sait pas qui prend, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, y a plus de direction artistique, etc. et tout. C'est là que j'arrive.
D'accord. C'est là que j'ai rencontré Yacine, Ouais. Dedo, Blanche Mhm. et Malik Bentala, Redouane Arjan, Jean-François Quéré, D'accord. Jal. Ils étaient là déjà à l'époque. Ouais. D'accord. Eux venaient d'arriver. Ouais. Dedo et Yacine étaient déjà là depuis longtemps. Ouais. Moi, je les connaissais un peu à cause de. Parce que je traînais de temps en temps dans leur queutru, tu vois. Mhm. Et c'est la jungle. Ouais. Il y a un nouveau directeur qui arrive, Mohamed Abidi, Mhm. qui n'a aucun charisme pour maîtriser un truc. Ouais. Et qui, entre guillemets, il n'est pas là pour la troupe, il est là pour mettre en scène le futur spectacle de Jamel. D'accord, oui. Donc C'est pas le même boulot. voilà, il s'en bat les couilles de nous. Ouais. On est des enfants lâchés là. Des Ouais. enfants lâchés là, Ouais. des enfants gâtés, Ouais. qui sont payés Ouais. pour dire des conneries, pour venir sur scène quand ils veulent, plaque, faire, partir. Ouais. Et Et donc là, tu revenais de ça, de Marrakech, là, avec cette ambiance Ouais. un peu merdique. cette ambiance a été merdique, Oui. mais on part à Marrakech Oui. en se disant, parce que Melja il nous dit, voilà, quoi, il a le projet du Marrakech. Ouais. Il nous dit, j'ai envie de faire un putain de festival, Ouais. j'ai envie qu'on fasse un putain de spectacle tous ensemble, voilà, que ça sera retransmis à la télé, voilà quoi. J'ai envie de lancer un élan humoristique à Marrakech, parce qu'il y a plein de mecs marrants là-bas, Ouais. et voilà quoi. J'ai envie de mettre en valeur le pays. Ouais. Donc on part avec lui, franchement, des barres de rire. Que des barres de rire. Parce que moi c'est la première fois que je vais au Maroc, Ouais. il y en a plein, c'est la première fois qu'ils prenaient l'avion même, Ah oui. tu vois, et des bars, vraiment souvenirs de ouf, Ouais. que des souvenirs de ouf, mais dans la galère. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le Marrakech que tu vois maintenant, le Marrakech du rire, que tu vois. Ouais, bien Voilà. cadré. Bien cadré, dans des beaux hôtels, Ouais. là, ça a été à l'arrache. Ouais. Ça a été à l'arrache de ouf. Ouais. C'est-à-dire que nous, on répète 2 jours, on doit enregistrer, voilà, le lendemain, on regarde les rushs, les mecs, ils étaient allés fumer la clope, il y a une caméra qui a été oubliée d'être allumée, ils n'ont pas appuyé sur le magnétoscope. Ah oui. Donc, on se retrouve à retourner sur un truc, à retrouver 800 personnes pour remplir la salle, parce que les mecs, ils n'ont pas appuyé. Ouais. À un moment, il y a la caméra de la grue, tu vois, elle part et elle filme 1 heure le plafond. Parce que le mec était allé fumer. Ouais. Les chauffeurs qu'ils avaient engagés pour faire des économies, ils n'avaient pas pris les chauffeurs de Marrakech, ils avaient pris les chauffeurs de Casa. Ouais. C'est-à-dire que les mecs qui étaient censés nous guider Connaître le lieu, étaient perdus. plus paumé que vous. Plus perdus que nous. C'était ouf. C'était ouf. Alors qu'en plus, à pied, ce qu'on faisait de l'hôtel à la salle, ça mettait 10 minutes. Ouais. Ça faisait clac, clac. Mais des fois, on était perdus. Ouais. On a eu des accidents. C'était marrant. Ouais. C'était vraiment marrant. Et donc là, tu revenais de ça. Je reviens de ça. T'as le problème avec ta meuf, là. Voilà. Je tourne mes films. Je me dis, j'ai de l'argent. J'ai encore mon intermittence. Oui. J'ai quitté le Comedy Club. Je suis pas produit, j'ai pas mon spectacle qui joue. Ça faisait 1 an et demi que je jouais plus mon spectacle parce que j'étais avec le Comedy Club, Ouais. et que j'avais plus le temps en fait. Ouais. Et je fais ouais, vas-y. Je bazarde tout. Je prends un truc sur internet, j'achète un billet, je mets 2 dates, février jusqu'à mai. En février jusqu'à début juin. Ouais. Plaque. Aller-retour, Bangkok, Paris-Bangkok. Je prends un sac, je me casse. Je me casse et je fais Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, Birmanie. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Sur les traces de mes. Tu sais, de De mes tes racines. parents, de tes grands-parents. Voilà. Et en même temps sur les traces de moi-même. Ouais, bien Me sûr. dire, voilà quoi. Toujours des gens qui m'ont aidé dans la life. Ouais. Vraiment. Toujours des gens qui m'ont montré un peu la voie, qui m'ont fait des trucs. Là, je me suis dit, ouais, vas-y. Tu connais rien. Là, c'est la première fois que t'es allé C'est la là. première fois que je quittais l'Europe. Ah oui. Première fois que je quittais l'Europe, première fois Ouais. que j'allais au Cambodge. Première fois que. Ouais. Première fois que je partais en vacances, en vacances. Ouais. Tout seul, quoi. Ouais.
il y a plein de gens, tu sais, comme Kéron, Kian, mon meilleur ami Pascal. Il me dit, mais t'as une carrière ici, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et moi, j'étais dans la tête, mais j'ai pas de carrière, les gars. J'ai pas de carrière, on n'a rien fait. Ouais. On n'a rien fait, les négros. Ok, ça fait 6 ans qu'on galère. Ouais. Mais on n'a rien fait. Peut-être que je suis pas fait pour ça. Parce que, ouais, Tu mettais tout en question, en fait. Ben oui. Quand t'es en dépression, en fait, tu mets tout. Ouais, bien sûr. Tu remets tout en question. Ouais. Tu remets tout en question. Est-ce que tu avais l'impression quand même que, bon, après 6 ans, tu as acquis un aisance sur scène, une manière d'écrire une blague? T'as pas remarqué ça au fin fond de la dépression, j'imagine? Tu voyais pas le fait que tu as quand même avancé dans tout ce temps? Ben en fait, ça a été tellement simple. Depuis la première fois où je suis monté sur scène, tu me vois sur scène, tu rigoles. Oui. Et ça a été toujours comme ça. Ouais. Tu vois? C'est une grande force. C'est une grande force. Je t'ai dit même oui. plusieurs fois. Mais moi, je m'en rends pas compte. Ouais. Moi, je m'en étais jamais rendu compte, en fait. Ouais. Parce que c'est ma vie. Ouais. Tu vois, tu me vois dans la rue, t'es surpris. Ouais. Et donc, si t'es surpris, tu es un mec sur scène, tu rigoles. Voilà. Donc oui, je m'étais jamais rendu compte de ce physique surprenant, ou de ce que je dégage, Ouais. qui est surprenant. Tous les gens, ils disent, entre guillemets, Boone, il a un style. Ouais. Vestimentaire, mais, tu sais, je travaille pas ça. Je prends les trucs qui mettent... Qui semblent bien. Voilà, qui ont l'air propres. Voilà, c'est juste ça. Et ouais, je calcule rien. Ouais. Je calcule rien. Et du coup, tu sais, vu qu'il y a une espèce de naturel dans le fait que les gens, en fait, ils sont bien avec moi, parce que c'est l'impression que j'ai, en fait. Mhm. Quand j'arrive sur scène, les gens, ils ont envie. Ouais. Ils ont envie de m'écouter. Ils t'aiment bien tout de suite. Voilà. Exactement. C'est génial. Voilà, quoi. Que je suis hyper attachant. Ouais. Hyper attachant. Et puis, en voyageant, je me suis rendu compte que, ok, je suis attachant, mais que partout où je vais, je suis un touriste. Alors, ok, je suis un touriste, mais c'est-à-dire que au Cambodge, on me prend pour un japonais. En Thaïlande, on me prend pour un vietnamien. Ouais. En Birmanie, on prend pour un français? japonais. Non. Jamais. Moi, jamais fait pour un français. Et j'ai l'air d'un toxico. Uh-huh. C'est à cause du cheveu, quoi. Je sais pas si c'est à cause des cheveux ou à cause de ma dégaine ou à cause de la façon dont je marche. Ouais. Mais que voilà quoi, que les gens soit me proposent de la drogue, soit me proposent de venir avec eux fumer de la drogue, Ouais. soit me proposent d'acheter. Et ouais quoi, il y a toute cette prise de conscience de ce que tu dégages. Ouais. Et de ce que tu transmets, mais... Ça t'a surpris parce qu'en France, c'est plus évident, entre guillemets, parce que tu es asiatique dans un pays Ouais. occidental. Là, tu vas en Asie Voilà. et tu t'es remarqué, t'as remarqué que même là, les gens... les dealers thaïlandais, ils disaient, ah, t'es différent. Ouais, toi. viens, Ouais. t'es différent. Ouais. Et ça t'a gêné ou quand est-ce que tu commençais à voir ça comme avantage? En fait, dès le début, en fait, tu sais, je comprends que je suis différent en arrivant. Quoi, j'ai toujours su que j'étais différent. Ouais. Mais en arrivant là-bas, je me rends compte en fait que tout le monde est différent. C'est tout le monde se comporte différemment quand ils sont en Asie du Sud-Est que quand ils sont. Tu sais, je traîne avec des Anglais, des Allemands, des Australiens, etc. Ouais. Et tout. Et tu te rends compte que ces gars-là, ils se comportent pas comme ils sont là, Ouais. quand ils sont là. Je dis même dans mon spectacle qu'il y a un effet touriste. Ouais. On dit souvent, alors les touristes français sont cons, le touriste... Non, c'est touriste. T'es un touriste. Un touriste. T'es un touriste. On est tous cons ailleurs. Dès que t'es un touriste, t'es un... Voilà. Mais que t'es con, mais cool en même temps. Oui, c'est notre Voilà. état d'esprit. Exactement. Ouais. Voilà. Autant, assumer vraiment cette différence. Ouais. Parce que aussi, tu sais, j'ai grandi je vais pas te dire dans un carcan, mais mes parents, ils me disaient, tu sors pas comme ça, regarde comment font les Français. Ouais.
regarde comment font les autres tout le temps. Ouais. Regarde comment font, regarde ton frère, regarde eux, regarde ton oncle, Ouais. ton oncle, un faux oncle, voilà, qui vient de mourir parce qu'il fume, arrête de fumer, Ouais. regarde et fais comme eux. Regarde et fais comme eux. Donc tes parents voulaient vraiment s'intégrer en France, Ouais. et c'était un but important pour Ouais. eux, tout ça. Ouais. Même eux, ils faisaient ça, mais ils n'étaient pas intégrés. Ouais. C'est-à-dire que ma famille a toujours. On était la seule famille asiate du village. D'accord. Donc on fait regarde, fais comme eux, etc. et tout, mais on n'a pas d'amis. Ouais. Quoi, mes parents, ils n'ont pas d'amis qui viennent manger. Français, ouais. Voilà. Manger, on parle vite fait aux voisins, etc. et Ouais. tout. Mais voilà. Les dimanches, c'est des karaokés. Vraiment. Ouais. On avait un 6.1 avant tout le monde pour du karaoké. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait un meilleur son chez nous qu'au cinéma du village pour entendre ma mère chanter comme un canard. Ouais. Et ouais. Donc c'est dans ces contradictions-là que Ouais. j'ai vécu, quoi. Et donc, il y avait un pays en particulier qui t'a marqué? C'était Thaïlande, ils sont tous un peu mélangés. Ils sont tous différents. La Birmanie et le Cambodge. Tiens, en fait, je suis arrivé à Bangkok. Ouais. J'ai traversé du nord au sud. Quoi, Ouais. tu vois. Je suis resté un mois et demi là-bas. Ouais. C'est beau, non? J'ai entendu que c'est très beau. C'est très très bon. Ouais. C'est très très bon. J'ai fait les meilleures fêtes de ma life, c'est au Cambodge. En Thaïlande. Ouais. En Thaïlande. Le nouvel an en thaïlandais, il est oufissime. Ouais. C'est Bangkok, je sais plus combien de millions d'habitants. En fait, Ouais, c'est énorme. de 6h à 2h du matin, de 6h du mat à 2h du matin, ça fait la fête. Ah ouais. Ça fait la fête. Tout le monde, les policiers, les vieux, les enfants, tout cela, c'est la fête de l'eau. Ils ont leurs petits pistolets, clac, clac, clac. Ils s'achètent des seaux d'eau du 40e étage d'une tour, clac, t'es en tout. Il y a des combats en tout. Des combats d'eau, des pistolets à eau. Voilà, c'est la fête. Ouais. C'est la fête pendant 3 jours. 24. Et j'ai fait des soirées de ouf. Et donc quand j'arrive au Vietnam, qui est un pays qui sort à peine du communisme, Ouais. qui voilà quoi, qui voit les touristes comme vraiment des pièges, des vaches à lait, Mhm. tu vois. Ils sont très durs, très très durs. Ouais. Mais par contre la bouffe est excellente. Ouais. Vraiment, c'est une des meilleures bouffes que j'ai mangées. Et je me dis, mec, quoi, tu sais, les gens que j'ai rencontrés sur la route, j'ai fait, putain, je suis con, j'ai commencé par le best-of. Ouais. Ouais, c'est un choc après Ouais. Thaïlande. Ouais. Parce que, tu sais, même avant que je parte, les gens me disaient, ouais, moi j'ai voyagé dans ma vie, mais la Thaïlande, c'est vraiment le meilleur pays que j'ai fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je me dis, ah putain, ouais, j'ai commencé par le best-of, c'est très con et tout. Puis j'arrive au Cambodge. Et là, je prends autant c'est la terre de mes ancêtres. Ouais. Mais tu vois, en fait, quand tu passes par la route, quand tu viens pas par avion, Ouais. tu viens en bus, il y a 8 heures de bus Bangkok-Phnom Penh, Mhm. tu passes par la frontière, et la frontière, c'est un fleuve, je sais plus comment il s'appelle. Mhm. Donc tu passes par un ferry, et sur ce ferry-là, en fait, tu rentres, tu es dans ton bus, comme ça, et à la vitre, tu vois un bébé qui escalade, tu sais, parce que c'est un ferry, donc Ouais. t'as 2-3 bus qui suivent, et à côté des conteneurs Ouais. avec des filets. Ouais. Et tu vois un enfant de 5 ans qui a un bébé de 1 an qui gravite qui grimpe sur les ficelles du conteneur, Ouais. qui frappe à la vitre et qui te demande de l'argent. Première image que j'ai. La première image, c'est ok, c'est la mendicité, ok, c'est un pays très pauvre, mais je peux rien faire. Ouais. Il y a une vitre. Ouais. Je suis dans un camion, je suis dans un bus. Ouais. Tu pouvais pas. Je peux pas sortir, Ouais. dire au truc, ouvre, je vais lui donner un truc. Non, tu peux rien faire. Et ça a été la première image que j'ai eue. Ouais. Qui, voilà, t'arrives dans un pays où c'est la zermie, Ouais. et tu peux rien faire. Et c'est là, en fait, je crois que c'est là que j'ai vu les plus beaux sourires de ma life. Ouais. Des enfants, des vieux qui souriaient à gogo.
Et c'est là aussi que j'ai appris tout le passé de mes parents. T'as suivi un peu une trace de où ils habitaient J'ai essayé de trouver. Ouais. C'est la bague en fait que j'ai appris que sur les papiers. Ma mère était née à Batabang, c'est écrit sur les papiers. Oui. Mais que en fait non, elle est d'un autre village beaucoup plus bas. C'est là que j'ai vu le village de mon père, qui est un village de pêcheurs, sur le long lac Tonglé-Sap. J'ai essayé de suivre des critères, quoi. Ouais. Des repères, des espèces de repères. Et donc le Cambodge t'a frappé au niveau des gens, en fait. Ouais. Il m'a frappé au niveau de la misère et des gens. Ouais. C'est-à-dire que, je crois qu'il y a plus de la moitié de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. C'est-à-dire $1 par jour. Ouais. Et ce qui m'a kécho, c'est à un moment, en fait en Asie du Sud-Est, ça vit en plein air. Ouais. Ça vit tout le temps en plein air. Voilà. Donc il y a plein de restaurants, c'est juste des tables avec des woks. Ouais, une petite stand avec un wok. Voilà. Et je suis là comme ça et tout. Puis je mange. Et puis il y a un enfant qui vient. Et qui me demande, qui me fait comme ça. Et je demande au serveur de me commander, je commande un poulet, un plat de poulet. Et je lui donne. Et je le vois, il court. Et il appelle des gens. Et là, je vois 5-6 gamins qui arrivent et qui se partagent le truc. Et je fais, mec, mais ouais, c'est ça la vie. C'est, t'as rien, mais tu partages. Il y a des petits moments comme ça qui te font réfléchir sur notre vie. Sur la vie. Moi, j'étais en mode dépression, à me dire que vous êtes tous des connards, voilà, ou que je suis une grosse merde. Ouais, non. La vie, c'est que de l'amour. La vie, c'est que de l'amour. Et t'as besoin de rien, en fait. T'as vraiment besoin de rien. Ouais. Et donc, t'es rentré avec une autre perspective, j'imagine, ou tu l'as pas ressenti tout de suite? C'était bizarre de rentrer? En fait, ce qui a été bizarre quand je suis rentré, en fait, c'est quand je suis arrivé à l'aéroport et que j'ai remis des chaussettes pour mettre des chaussures. Parce que j'ai passé 6 mois en tongs, pieds nus. Et quand j'ai remis mes chaussettes, je me suis dit, je me fais violer là. J'avais l'impression que mes orteils, il y avait des veines qui sortaient. Tu vois, et j'étais et donc je suis dans je suis là, déjà même dans l'avion j'étais dégoûté. Je suis dans l'avion, on fait Bangkok-Paris, il n'y a que des Français. Tu dis non, pas encore. Déjà je rentre, je vois leur gueule, je fais, vous êtes moche. T'es moche. T'es moche. Personne sourit. Voilà, personne sourit, etc. Après je comprends. Tu vois, même moi le premier, je souris pas, je suis dégoûté. Et donc je reviens, je vois, bref. Donc c'est il y a quoi, 3 ans à peu près? Ouais, d'accord. Je fais what the fuck? Ken Kojandi en une de JQ. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti aussi longtemps que ça. Quoi, tu sais, autant moi j'étais coupé du monde, autant j'ai fait waouh. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et j'arrive à recroiser Kéron, à reparler à Kian, etc. et tout. Et donc il m'explique ce qui s'est passé. Non, c'est plutôt eux qui sont montés hyper rapidement plutôt que toi que t'es parti lent. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est eux qui sont montés dans 3 mois. C'est pour ça que j'ai fait. Putain. Et du coup, Kéron, il monte le comedy strip. Il est en train de monter le comedy strip. Il remonte sur scène, c'est très cool. Refais ton spectacle. Refais ton spectacle. Il me dit maintenant ta priorité c'est le spectacle. Nous on est y part. On peut. Voilà quoi. Il y a pas de rôle pour Watt. C'est déjà écrit, il y a déjà tous les trucs. Il n'y a pas de rôle pour Watt. Désolé frérot.
mais monte ton spectacle parce que t'es un génie. Et j'ai pas compris de suite ce qu'ils m'ont dit. Ouais. J'ai pas compris de suite quand Kian m'a dit Boone, fais confiance à ta plume. Fais confiance à ta plume. Ouais. T'as le potentiel pour soulever des zéniths. Vraiment. Tu sais, ouais, quoi, tu dis, ouais, bah, il me dit ça parce que voilà, quand les châtis part, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, négro, tu vois. Ouais. Et je monte, j'arrive à gérer un créneau grâce à Kéron sur le théâtre de 10 heures. J'ai pas de spectacle. Ouais. J'ai pas d'affiche. J'ai rien. Je fais 6 mois d'escroquerie. Je fais que de l'impro. Ouais. Je travaille pas. Je fais. Pendant ton heure aux 10 heures. Voilà. Ouais. J'ai 1 heure aux 10 heures. J'ai en moyenne 60 payants qui viennent me voir. Juste parce qu'il y a du bouche à oreille et c'est complètement illégal ce spectacle. Mais par moments je suis bon, par moments je suis magique, par moments c'est catastrophique. Ouais. Et entre temps il y a Papy qui revient du Maroc. Et qu'on s'était rencontrés au Comedy Club. Il me dit Boone, tu peux faire des trucs. Il m'aide à me prendre en confiance, il m'aide à faire des trucs, à écrire. Parce que j'avais une réticence. Je donne des vannes à tout le monde. C'est facile de regarder quelqu'un et de dire hey, franchement tu peux améliorer ça en disant ça. Il faut oh putain ouais c'est vrai. Mais quand c'est toi, c'est autre chose. C'est comme vendre quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile. C'est facile que de se vendre soi. Exactement. Et voilà. Il me fait c'est ouf cette résistance que t'as à pas travailler pour toi. Et puis arrive juin. Moi arrive avril. Le spectacle marche entre guillemets, tu vois. C'est avril 2012 là. Ouais. C'est ça? Non, 2013. Ouais. L'année dernière ou l'année d'avant? Avril 2013. D'accord. Voilà, c'est entre janvier et avril 2013. Voilà. Il y a une période comme ça où je joue aux 10 heures tous les dimanches. Ouais, je me souviens, j'étais au Melting Pot, je pense que c'était au même temps. C'est ça, tous les dimanches. Où Kéron me dit écoute, l'année dernière j'ai fait le festival de Juste pour rire là. À Montréal, À Montréal, il y a les auditions là et tout. Je veux que tu y sois. Et moi, entre-temps, j'ai accepté une semaine de tournée en Côte d'Ivoire pendant les auditions. Donc on discute sur ça. Je dis mec, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de gens. Ok, c'est bien Juste pour rire, c'est bien Montréal, etc. Et tout. Je peux pas annuler cette date pour entre guillemets faire une audition pour aller au truc. Il me dit va faire ton truc, je me porte garant. Donc Kéron se porte garant vis-à-vis de Juste pour rire que Boone, il faut le prendre. Il était déjà signé avec Juste pour rire à cette époque. Vis-à-vis des gens. Donc j'ai pas de réponse, tu sais, les auditions se passent, tous ceux qui ont fait les auditions, ils ont pas de réponse, etc. Et, tout. Et un jour j'ai un coup de fil et on me dit viens, est-ce que t'es libre de là à là, parce qu'il y a le festival. Entre temps, je rencontre Frédéric Recrozio. Je revois Frédéric Recrozio en Suisse. Et il me programme sur le festival de Lausanne. Une grosse date, en extérieur, 4000 personnes. Très bien payé. Très très bien payé. Sur juste 2 jours. 13-14 juillet. Pour ton spectacle en entier? Très très bien payé. Et moi je dis oui. Et 2 jours plus tard, Juste pour rire m'appelle pour me dire voilà. Et les dates c'est de là à là. Et ça tombe le même. Ça tombe
C'est-à-dire que le festival ZooFest finit le 11, mais Jean-Luc Lemoyne me met sur un gala le 16. D'accord. Donc moi, dans ma tête, c'est comme là. Ouais. Alors que tu peux jouer là, et après, hop, tu peux aller là-bas. Ouais. J'oublie qu'il y a 18 heures d'avion. Ouais. Donc, Non, pas autant, mais ouais. Je dis, c'est possible. Ouais. Je dis, c'est possible. Et ça se bat entre les prods. À se dire, non, il vient sur le gala pour faire le truc. C'est eux qui voulaient pas. C'est entre le prod que. Entre Juste pour Rire et Lausanne. Ah. D'accord. Ils se battent. Ouais. Ça se téléphone, à se Ouais. dire, non, mais. Etc. C'est mieux pour son image, c'est mieux pour le truc, c'est mieux une captation sur spectacle. Et c'est dur pour toi parce que quelque part tu n'étais pas signé avec ni l'un ni l'autre. Je suis signé avec ni l'un ni l'autre. Et donc, mais pourquoi ils se battaient sur toi si c'était ta décision à toi à prendre, non? Mais c'est-à-dire que moi j'ai envie de faire les deux. Mais ils Ouais. me disent les deux que c'est impossible de faire les deux. Ouais. Donc, je dis écoutez, moi je m'en bats les yeux, moi je veux juste kiffer. Ouais. Voyez entre vous. Ouais. Voyez entre vous. Il y a des mails qui s'échangent, etc. Et tout. Surtout que voilà quoi, tu sais, sur ce gala télévisé là, Jean-Luc Lemoyne il me prend, mais il me connaît rap. Ouais. Il me connaît pas. Ouais. C'est juste parce qu'il y a Benjamin Alpirois qui est le réal et le producteur, Ouais. qui a un ami qui lui a dit prends-le, Ouais. il va assurer. va assurer. Ouais. Là, c'est un passage de 5 minutes. Ouais. Tu vas faire 5 minutes. Et donc, je me retrouve à Montréal, et là, en fait, dès le premier jour où je suis arrivé, je me suis dit, c'est là que c'est mon pays toujours. C'est mon pays de toujours. Ouais. Je me sentais respirer, je voyais la tête des gens. Voilà, quoi. Moi, ça me rappelait, ça me rappelait la Thaïlande. Ouais. Mais en plus moderne. Ouais. Et mais voilà, La mentalité. Ouais, le state of mind des Québécois. Ouais. C'était ça. J'ai adoré aussi Montréal, c'est génial. On a envie d'entreprendre, Ouais. en fait. On a envie d'entreprendre, envie d'entreprendre. On va vers toi, on parle, Ouais. etc. et tout. Après, c'est très furtif, Ouais. tu vois. Tu sais, tu peux pas lier de longues relations, quoi. Il faut prendre du temps, Ouais. etc. et tout. Des relations sincères, profondes. Mais c'est comme mon voyage, tu Ouais. vois. Ça va vite. Ouais. Parce qu'on sait pas, tu sais, des fois, tu sais, je savais pas où c'est que j'allais dormir le lendemain, parce que tu t'en bats les couilles. Ouais. La nuit, elle est à $7. Alors que voilà, quoi. Et il y a des hôtels, tous les 20 mètres. Ouais. Donc à un moment, tu marches, j'ai envie de dormir, black, je rentre là, $7, bam, tu dors. Ouais. Ou des fois, tu passes des soirées, je passais des soirées avec des gars ou des meufs, clac, ils me disaient, ouais, puis en plus, c'est notre dernière soirée à Chiang Mai, demain, on va à Shanghai. Je dis, c'est quoi Shanghai? C'est un truc. Ah, bah, vas-y, je viens. Et vous partez en combien de temps? 3 heures. Bah, j'ai le temps d'aller dans mon hôtel, je reviens avec mon sac et on part ensemble. Ouais. Voilà. Et je faisais des trucs comme ça. Ouais. Tu vois. Et, C'est ça, ouais, la route, quoi. Ouais. Le routard, quoi. Mm. Et ouais, Montréal, ça a été un putain de coup de cœur. Ouais. Putain de coup de cœur. Et ce qui est cool, en fait, c'est que sur les plusieurs jours, ça a été un coup de cœur mutuel. Ouais. C'est-à-dire que dès ma première scène, alors qu'on a joué devant 100 personnes, Mhm. je marche dans la rue avec Dedo, Yacine, Alban, etc. et tout. On va manger. Il y a des gens qui me reconnaissent. Ouais. Des gens qui veulent que je signe des autographes. Ah, wow. Et tu fais, mais c'est dingue. Ouais. Ça fait un jour que je suis là, il n'y a aucune affiche de moi, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Ouais. C'est juste la rumeur qui a commencé dès le premier jour. D'accord. Donc, ils sont fans d'humoristes français là-bas. Ils sont fans de l'humoriste français, du chinois d'origine française. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, quoi. Je vais pas me la péter, mais le mec qui est ressorti du lot, Ouais. c'était WAM. Ouais. Mais, parce que voilà, quoi. Physiquement, sur mon flow, sur les trucs, on avait une belle équipe, hein. Ouais. Yacine, Dedo, Paul Serré,
Mohamed Noir, Charlotte Gabris, Greg Romano, Ouais. équipe de... Voilà. Tu mets ça sur un plateau, tu sais que ça va... Ouais. Mais, voilà. J'assume ma différence. Et en assumant ma différence, je ressors du lot. Ouais. Je Et ressors- c'est la première fois depuis l'Asie où tu avais l'impression que cette réalisation d'assumer ta différence est venue à une espèce d'apogée. Ouais, je pense. C'était à Montréal. Ouais. Et, que ça a commencé vraiment à faire le truc. Tu vois, au Comedy Club, j'étais le seul chinois, Ouais. mais j'essayais de faire comme les autres. Ouais. Tu vois? C'est drôle parce que quand je joue au Comedy Club, j'essaie aussi d'entrer dans Ouais, le truc, et dans tandis que c'est une erreur, justement, C'est- il faut Ben voilà, rester soi-même et voilà, justement exactement. accentuer les différences. Voilà, Parce que c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis noyé dans le truc. Ouais. Et ouais, quoi. Et là, depuis que je suis rentré de Montréal, je joue à la nouvelle scène là, depuis le mois d'octobre. Ouais, Et voilà, quoi, on est complet depuis 4 mois. c'est génial. C'est, C'est une fois par semaine. Ouais. Une Et fois ça, par- c'est juste bouche à oreille. Juste bouche à oreille. J'ai reçu mes fly avant-hier. D'accord. Donc à partir d'avant-hier, je vais pouvoir flyer pour Ouais. les 4 dates qui me restent. Donc ouais, c'est que du bouche à oreille. Et il n'y avait pas un producteur qui voulait te signer? C'est quelque chose qui t'intéresse pas? En septembre, j'ai signé avec Papy. Ouais. C'est-à-dire que Papy, il a quitté ce Déclic Théâtre, son association, Mhm. qui a vu naître Arnaud de sa mère, Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Issa Doumbia. Ah oui. Ils sont tous passés par ses mains. D'accord. Sophia Aram, D'accord, oui. voilà, Ouais. qui faisait partie de la première équipe d'improvisation que Papy a créée à Trappes. Ah oui. D'accord. Donc, il lâche ça Ouais. et il dit, voilà, bon, maintenant j'ai 40 piges, j'ai 45 ans, j'ai fait beaucoup d'associatifs, j'ai beaucoup donné, je veux continuer de donner, mais à recevoir un peu. Mhm. Et il dit, ouais, tiens, toi et Wam, on est pareil. Viens, on monte une asso. Viens, on monte une boîte de prod. Mhm. Viens, on essaie d'apprendre à gérer ce qu'on laissait faire aux autres. Ouais. Donc, voilà, on est en apprentissage. Ouais. Donc, nous, notre objectif, c'était, les 3 premiers mois, de ne pas perdre d'argent. Et c'est vrai qu'au bout des 3 premiers mois, on se rend compte qu'on en gagne un peu. Ouais. On fait, ah, c'est cool. Ouais. Il y a du potentiel. Il y a peut-être un truc bien. Donc, au bout de 2 mois, quand on nous propose de passer du jeudi au samedi, c'est-à-dire tête d'affiche, Ouais. on se dit, c'est très cool. Ouais. Donc, depuis janvier, je suis le samedi à 20h. Ouais. Créneau du roi, tu vois. Ouais, ouais. Très, très bon créneau. Et voilà. Ça, c'est booké, on vend plus de billets qu'il y a de place. Il y a des gens qui achètent des billets, même s'ils sont assis sur des chaises, voilà, tu sais, De qui viennent sur pouf, place. ouais. Voilà. Et C'est une salle qui fait 100 places. elle fait 110, Ouais. et nous, on est monté jusqu'à 128. Ah oui. C'est-à-dire que, tu sais, dans tout le couloir, Ouais. on a mis des chaises. Et on fait, ok. Ok, c'est cool. Là, aujourd'hui, on se retrouve à un dilemme. Soit on continue, on fait vendredi, samedi, de avril à juin, pour après faire une plus grosse salle à la rentrée. Mhm. Soit on garde ce créneau du samedi. Moi, je travaille sur mon projet Ateco. Je fais mon spectacle. Tu sais, on a déjà vendu 3-4 dates en province. Moi, ça me permet de vivre vraiment bien, tu sais, avec une date Ouais. vraiment bien sur le mois. Ouais. Donc, je me dis, quitte à faire, autant mettre en avant aussi d'autres gens. Ouais. Donc, on veut faire des showcases à Blanche. Mhm. On a un spectacle d'impro qui s'appelle le Quintet d'impro, qui était un spectacle qui cartonnait au Comedy Club, Ouais. mais qu'on a envie de mettre là. On a créé un spectacle qui s'appelle le Chaos des mots, Mhm. qui est un battle d'impro, mais d'auteur. Ah oui. Alors qu'il y a 2 écrans, tu donnes un sujet,
Claire, ils ont 2 minutes pour écrire des trucs. D'accord. Après, tu dois rajouter une interaction. Et le but, c'est d'être drôle avec... Non. Non, c'est juste écrire. C'est d'écrire. D'accord. Et ce sujet. Voilà, sur le sujet, et c'est le public qui choisit D'accord. quelle histoire il a préférée. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est cool. Ouais. Et donc, du coup, tu étais passé de presque côté production toi-même, en fait. Ouais. Parce que c'est que toi et lui. C'est Papy, Albert, quoi, donc son ami qui a une boîte d'édition de bande dessinée, qui est rentré sur le Queutru, qui voilà, quoi, tu sais, au détour d'une table, Oui. tu sais, je lui dis, putain, moi, j'ai pas envie d'avoir une affiche avec ma gueule. Franchement, c'est nul. Ouais. Mais franchement, tu sais, on fait juste ça, là. C'est vraiment marrant, franchement, c'est marrant. Je lui dessine le truc. Ouais. J'adore ton affiche. Il me dit, c'est ça. Ouais. Il me dit, c'est ça. Donc, on a fait appel à une graphiste, elle a embelli, mais voilà. Ouais. Et je fais et de là, et tout est découlé, en fait. Ouais. C'est-à-dire que mon spectacle, c'est ça. C'est un concept. C'est-à-dire que c'est pas moi qui parle. C'est nous. Quoi, mon spectacle, en fait, j'ai appelé La légende de Bunaimin. Je dis au début, voilà, on va essayer d'écrire une histoire aujourd'hui. On va essayer d'écrire mon histoire. On va essayer d'écrire notre histoire. Parce qu'on a tous la même histoire. On sait à peu près d'où on vient. On sait pas où on va. Mais on y va. Parce qu'on est obligé. Ça, la vie, en fait, la vie, c'est comme une blague. On connaît déjà la fin. Mais on aime la raconter. Tu dis ça sur scène? Non. C'est beau. Non, non. Est-ce que tu as une question pour moi? Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ah, ça c'est une question très difficile. Parce que en fait, j'ai commencé aux États-Unis. Ouais. Quand j'avais 17 ans, la première fois que je suis monté sur scène, c'était à New York, à Manhattan. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans aux États-Unis. Et après, quand je suis venu en France, j'ai arrêté parce que je parlais pas français, j'étais même pas à Paris. Et j'ai repris en France depuis 3 ans et demi. Donc au total, c'est peut-être 7 ans entre les deux langues et les deux pays. 7-8 ans entre les deux langues et les deux pays. Moi, ma vraie question, c'est à partir de quel moment tu as senti que tu étais reconnu en tant qu'artiste? Toi, à quel moment tu as senti cette reconnaissance sociale en tant qu'artiste? Ouais. Je pense, il y avait un moment où je cherchais un Vélib. Il y avait une Américaine à côté de moi qui m'a reconnu et elle m'a dit qu'elle est venue me voir genre 3 fois. Elle a adoré mon spectacle. Le spectacle en anglais, tu vois. Et c'est drôle de penser qu'il y a des gens qui sont venus 3 fois, qui me connaissent un peu, parce qu'ils m'ont vu 3 fois, une heure, qui a sûrement, entre le temps qu'elle est venue, a changé, mon spectacle a changé. Peut-être elle est restée pour le plateau après, donc elle a vu d'autres vannes, tu vois. Donc, quelqu'un qui me connaissait un peu, tu vois, à travers la scène, et moi je ne connaissais pas du tout. Et c'était un inconnu dans la rue. Il s'avère que elle voyait qui j'étais, elle est déjà venue plusieurs fois. C'est bizarre. D'accord, ouais. Et c'est pas social, c'est une personne. Oui. Mais quelque part, c'est. Mais une personne, c'est le début de la société. Ouais, justement, c'est ça. C'est ça. Et en fait, en plus, j'étais là avec 2 potes des États-Unis qui me rendaient visite. Et donc, on était dans la rue, et donc j'étais encore plus fier devant mes potes américains que quelqu'un dans la rue. Donc, c'est même là. Ce moment-là, on a une vraie reconnaissance sociale. Ouais, donc peut-être c'est ça, c'est le moment qui vient quand tu m'as posé cette question. Donc peut-être c'était ça pour l'instant. Ouais. Et plus récemment, il y a 2 mois, dans la rue de mon quartier, quelqu'un m'a arrêté. Et surtout dans mon quartier, quand quelqu'un t'arrête, tu dis oh putain. Ouais. Tu vois. C'est encore du crack. Ouais, justement. et le mec, tout de suite, avec un grand sourire, m'a serré la main. Et il a dit, c'était autour de Noël, il dit bonne fête. Ouais. Et j'ai dit ouais, merci. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me filer aussi là. et il a dit
je suis fan de tes chroniques sur France Inter. Tu vois, et déjà, c'est la radio. Il m'a reconnu. C'est-à-dire qu'il a vu les vidéos. Mais parce que t'avais un micro. Ouais, je suis sur France Inter. Avec les casques, tu vois. Sébastien Marx. Voilà. Et c'est un autre moment. C'est cool. Ah oui, non, ah ouais, je sais. C'est sûr, mon frère. Tu sais, les mecs qui disent moi j'ai peur du moment où je peux pas plus pouvoir prendre le métro parce qu'il y a trop de gens qui. Je dis ferme ta gueule. Si on fait ce métier, c'est pour ça. Ouais. Si on fait de la scène, c'est qu'on est en manque d'amour. Oui. La scène, c'est de l'amour. Moi, pour moi, à chaque fois que je joue mon spectacle, c'est je baise. Vraiment. Ouais, je dis aussi que jouer devant un public, c'est une première rencontre. On se connaît pas. Ouais. Il peut avoir un bon feeling, il peut ne pas avoir un bon feeling, tu vois. Et tu sais pas pourquoi ça marche très bien une fois, ça marche très mal une autre fois. Ouais. T'aimerais faire quoi? Tu vois quoi? Où dans 3 ans? Tu te vois où? Toujours la scène? Est-ce que la scène, c'est ton truc principal en fait. La scène, c'est la vie. Bon, franchement, voilà. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Mais merci à Watt. Ouais, j'ai beaucoup appris. La scène, c'est l'amour, la scène, c'est la vie. Voilà, plus grand chose à dire après ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Donc Voilà Quoi. Aussi, si vous voulez voir Bunaimin, je pense tous ces dates sont sur Bireduc. Je vous conseille fortement d'aller voir son spectacle. Après, si vous voulez me voir moi, je joue en anglais pour l'instant. Tout le vendredi et samedi au Sogymnase. Et aussi, j'anime plusieurs plateaux en anglais. Aussi, je suis à la radio en français sur France Inter une fois par semaine. Toute l'information pour tout ça, c'est sur mon site sebmax.com. Bientôt, le prochain podcast, ça sera avec Blanche. Voilà quoi.